Bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle saison de podcast de l'International Politics Society de l'ESCP qui va aborder le thème de la nouvelle génération de jeunes politiciens. Cette saison va explorer la manière dont le paysage politique évolue avec la montée en puissance de cette nouvelle génération de jeunes leaders. Chaque épisode va mettre en lumière différents aspects du parcours politique, offrant à vous, nos auditeurs, un aperçu des motivations, des défis et du potentiel futur de ces jeunes politiciens. La série se penche également sur les perspectives contrastées entre jeunes et hauts dirigeants, mettant en évidence la dynamique intergénérationnelle et ce qu'il signifie vraiment pour la gouvernance mondiale. Certains épisodes seront en français comme celui-ci et d'autres en anglais. Donc vraiment cet épisode a pour objectif de poser le décor en examinant comment et pourquoi les jeunes aujourd'hui sont passionnés de politique, les facteurs qui motivent leur engagement et la manière dont ils investissent des sphères politiques à un âge de plus en plus précoce. Donc je suis Lona Pochon, je suis ravie de vous retrouver aux côtés de Simon Chartier, avec qui je vais animer toute cette saison. Merci Loana. Alors aujourd'hui nous accueillons Domiti Viel, qui est la vice-présidente du Parlement des étudiants. Merci beaucoup Domiti d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez commencer rapidement par vous présenter, nous parler un petit peu de votre parcours et nous dire comment vous êtes arrivé au sein du Parlement des étudiants ? Je vais d'abord me présenter par la négative parce que je ne dirais pas que je suis une future politicienne ni une jeune leader, mais qu'effectivement je suis passionnée de politique. Alors moi j'ai connu le Parlement des étudiants, j'étais en licence, j'ai fait une double licence anglais Sciences Po à l'ICES à La Roche-sur-Yon, merveilleuse ville. Et ensuite j'ai intégré le Parlement des étudiants d'Aix-en-Provence, beaucoup plus jolie ville, en arrivant en master à Sciences Po Aix, en master carrière publique. Et donc j'étais membre du Parlement des étudiants d'Aix-en-Provence. La section d'Aix, c'est une section qui est quand même assez réduite, mais qui est super bon enfant. Il y a une quarantaine de personnes à chaque simulation. Et ensuite, j'ai découvert tout le reste du réseau du Parlement des étudiants en intégrant le bureau national. Puis l'année dernière, j'étais co-responsable du pôle légistique et éloquence. Et cette année, je suis vice-présidente du bureau national du Parlement des étudiants. Merci beaucoup. Alors pour présenter rapidement l'association, vous pourrez compléter mes mots. Donc, le Parlement des étudiants a été créé en 2014. Il compte aujourd'hui 20 sections réparties dans de nombreuses villes étudiantes, Lyon, Toulouse ou Parlier d'Aix-en-Provence. L'objectif est simple, rapprocher les jeunes et la politique, en organisant notamment des simulations parlementaires dans lesquelles les adhérents, les étudiants se mettent dans la peau de députés et de sénateurs pour adopter et discuter de propositions de loi, et ce dans un objectif apartisan, c'est-à-dire que vous ne soutenez aucune association politique, aucun mouvement politique. On trouvait ça très intéressant, on se demandait comment vous parvenez au sein de vos discussions et au sein de l'association à maintenir un environnement tolérant face à la montée croissante de la polarisation politique dans le débat français actuel, mais également international. Oui, la polarisation, c'est vraiment un gros enjeu, je pense, qui s'impose à tout le débat politique de notre génération, quel que soit le cadre, que ce soit les associations, les réseaux, etc. Donc on essaie vraiment de promouvoir déjà le débat de fond. Ça impose toujours d'avoir une certaine technicité sur les sujets qu'on traite au Parlement des étudiants, parce que c'est pas juste une soirée de débat. Avant, il y a plusieurs semaines de travail. Le groupe rédacteur rédige la proposition de loi, ce qui implique quand même de bien connaître le cadre juridique, de faire du fond, de pas réagir à chaud et de pas ne parler qu'avec ses émotions. Et ensuite, tous les autres groupes font des amendements dans une certaine limite, c'est-à-dire que c'est quand même un débat qui est cadré, qui demande aux gens d'avoir du fond. Pour moi, avoir du fond, c'est vraiment la meilleure solution pour avoir un débat qui soit dépassionné. On impose également à ce qu'il y ait toujours plusieurs groupes politiques. Vous n'aurez jamais une simulation avec 2 groupes politiques, extrême gauche, extrême droite. Ça n'aurait pas de sens. Et puis, l'objectif dans pas mal de sections, d'ailleurs c'est le cas à Aix, moi j'aime vraiment me prêter à ce genre de jeu, c'est de pouvoir changer de groupe parlementaire en fonction, de groupes politiques, en fonction des simulations. Moi, j'ai siégé dans à peu près tous les groupes, je crois. C'est le cas de pas mal de personnes. Après, il y a des plus grosses sections où les groupes sont plus institutionnalisés, donc les gens restent pas mal dans leur groupe. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif de débattre avec du fond contre très souvent des gens qu'on connaît, donc aussi parfois de dédiaboliser l'ennemi politique qui doit rester justement un adversaire et pas un ennemi. Donc voilà, c'est l'objectif du Parlement des étudiants. Et j'espère qu'on y arrive. Justement, on voulait faire un peu ce parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale en France, avec ces débats qui sont souvent houleux, voire violents, et qui sont
parfois justement considérés comme manquant de fond. Justement, vous parlez du coup, vous essayez d'amener du fond dans vos débats, mais est-ce que vraiment, des fois, il y a des dérapages? Est-ce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui se reflète lors de vos simulations? Alors, on a l'impression qu'à l'Assemblée nationale, c'est des débats hyper passionnés où effectivement on entend voilà, des gens qui se crient dessus, voire même des insultes, etc. En réalité, je suis désolée, et on voit les débats qu'on mérite de voir. Si vous allumez LCP ou que vous regardez juste des lives de débats à l'Assemblée nationale, généralement, ce n'est absolument pas le cas. Mais évidemment, bon, c'est pas ce qui entertain les foules. Donc forcément, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est les débats qui dérapent, c'est les débats où il y a énormément de monde, où il y a énormément de chahutage, etc. Généralement, c'est pas le cas. Généralement, c'est des débats qui sont assez long, avec assez peu de personnes dans l'hémicycle, parce que c'est les personnes qui étaient en commission de chaque groupe, donc qui ont bossé sur le sujet depuis plusieurs mois, qui ont déjà retravaillé le sujet beaucoup de fois, qui ont déjà défendu les principaux amendements, parce que du coup ils étaient déjà déposés en commission. Donc non, généralement c'est un vrai travail de fond qui est fait à l'Assemblée et au Sénat. Et je pense que les scènes de chahutage qu'on retrouve également au Parlement des étudiants, parce que les gens sont aussi là pour s'amuser, ça reflète pas tant la réalité parlementaire. D'accord, donc finalement c'est une question de comment rendre le fond intéressant maintenant aujourd'hui pour les jeunes. Ça. Mais et en même temps, je peux pas reprocher à des jeunes, mais quelques générations que ce soit, de ne pas regarder des débats à l'Assemblée nationale pendant 4 heures sur un sujet qui parfois est extrêmement technique, avec des amendements qui succèdent, qui parfois ne sont pas vraiment défendus, donc on comprend même pas exactement le cœur de l'amendement. Il faut avoir les textes sous les yeux, les différents amendements sous les yeux. Donc je reprocherai pas aux gens de ne pas passer leur journée à regarder LCP, même si... Excellente chaîne. Mais effectivement, je pense qu'il faut garder en tête que ce qu'on retient de l'Assemblée nationale, qui sont des chaînes de chahutage, ne sont pas la réalité du débat parlementaire aujourd'hui, je pense. Ouais. Ok. Je vais aborder le sujet du manque de participation des jeunes. Les élections européennes de 2024 ont enregistré une baisse notable de la participation des moins de 25 ans. Selon un sondage d'Eurobaromètre de 2024, seulement 36% des jeunes éligibles ont voté. Et parmi les non-votants, 28% ont éprouvé un désintérêt envers la politique, voire 14% qui ont exprimé une méfiance, ce qui est quand même assez alarmant. Est-ce que pour vous, Domitille, le vote obligatoire, comme c'est notamment le cas en Suisse ou en Belgique, pourrait être une solution pour fédérer ces jeunes autour de la politique? Alors le vote obligatoire, je considère que c'est un débat qui peut être posé parce que ça peut être intéressant, mais ça refondrait complètement la mentalité de nos institutions. En revanche, déjà, on observe que dans les pays qui ont institué le vote obligatoire, je prends dans l'exemple de l'Italie, il y a quand même de l'abstention, il y a environ 25% d'abstention dans un pays où le vote est obligatoire. Et je considère également que forcer les gens à s'intéresser à la politique, ça ne fonctionne pas. C'est comme Keynes disait, le fait on ne peut pas forcer un âne à avoir soif. Rendre le vote obligatoire, c'est aussi Keynes qui disait ça. C'est comme mettre une plus grande ceinture pour faire comme si on avait un plus gros ventre. Je veux dire, à mon sens, ça ne fonctionne pas. L'objectif, c'est davantage que les gens s'intéressent à la politique. D'ailleurs, je pense que les gens s'intéressent vraiment à la politique, mais qu'ils n'ont plus vraiment foi en les résultats de leur vote. Je pense que notre génération, c'est une génération qui est extrêmement engagée, mais le vote n'est qu'un mode d'expression. Et qu'effectivement, ça peut susciter la défiance parce qu'il y a, de manière générale, une défiance envers la classe politique. Et est-ce que vous pensez justement qu'il y a le manque du coup de confiance, mais aussi est-ce que la complicité du système politique et le poids d'une technocratie souvent perçue comme élitiste en France dissuade aussi les jeunes de s'engager? Et du coup, comment rendre la participation des jeunes en politique plus attrayante? Alors, vous avez utilisé un mot qui est très intéressant, c'est la technocratie, qui représente vraiment la défiance que les gens, pas seulement les jeunes, je pense, peuvent avoir envers la classe politique, les grands dirigeants, les hauts fonctionnaires, dont j'espère faire partie un jour. Donc, je veux dire, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais bon, je ne considère pas que... alors ça dépend comment on perçoit la technocratie, mais est-ce que le fait qu'il y ait des gens et des hauts fonctionnaires qui sont très compétents dans leur domaine décourage les gens de voter? Je pense pas, parce que généralement c'est des gens qui sont invisibles parce qu'ils s'effacent derrière leur institution, ce qui est leur job. Mais effectivement, le fait d'avoir une défiance de manière générale envers la classe politique, évidemment ça décourage les gens de voter. Est-ce que c'est un problème de complexité? Je sais pas. Je pense que
à tout rendre plus simple, ça déformerait aussi complètement nos institutions. Je pense que quand il y a des débats qui sont d'actualité, qui intéressent les gens, on passe au-dessus de la complexité. Là, par exemple, hier, on a eu encore des 49.3. Bon, mis à part le fait que les gens considèrent toujours que c'est 49.3 alors que c'est 49 aligné à 3, on leur en veut pas. En fait, les gens comprennent, quand on leur explique les mécanismes constitutionnels, ils comprennent ce que c'est que la dissolution, comme on l'a vu, ils comprennent ce que c'est qu'une motion de censure, ils comprennent ce que c'est qu'un vote bloqué maintenant, généralement. 2024 et les 2023 nous ont donné des belles leçons de droit constitutionnel. Donc je pense que non, quand c'est un sujet d'actualité, les gens comprennent la complexité. Enfin, c'est pas... c'est complètement à la portée de toute personne qui a le droit de vote. Mais effectivement, je pense que c'est davantage une question de défiance, peut-être l'impression que toutes les élites se ressemblent, que c'est une grande homogénéité sociale, qui, je pense, est complètement vraie, et donc un déficit de représentativité. Et ça, je peux le comprendre. Et quelle serait la solution donc pour régler ce problème, si on pourrait proposer une initiative? Je pense que si on avait la solution, elle serait déjà adoptée. C'est pas moi qui vous le porterai en tout cas. Mais non, je pense que la solution, c'est vraiment de redonner du fond, de dépassionner les débats et surtout, à mon sens, vraiment de dédiaboliser ses adversaires politiques parce que notre génération fait que on est dans des bulles informationnelles à cause des algos, etc. sur les réseaux. Donc, que c'est énormément de la diabolisation de l'ennemi, qu'on prend plus le temps de comprendre pourquoi les gens votent pour des choses qui nous paraissent complètement aberrantes. Et il y a des comptes, par exemple, je peux vous conseiller un compte, je ne sais absolument pas sponsoriser, mais il y a Lumière Lapré, qui est une jeune socialiste qui était candidate, je crois, en 2022 dans l'Ain, et qui depuis fait du contenu hyper intéressant. Actuellement, elle est aux États-Unis, et donc elle est à fond côté démocrate, NFP, etc. Et aux États-Unis, elle étudie le vote Trump. Et donc, elle interviewe énormément de personnes pour savoir pourquoi est-ce que ces personnes votent Trump. Alors que très souvent, parfois, c'est des femmes, des personnes racisées, etc. On sait très bien ce que Trump pense de ce genre de catégorie de personnes. Et elle essaye juste d'ouvrir son cœur et son cerveau et de comprendre sincèrement pourquoi ces personnes votent Trump. Et généralement, c'est un peu les mêmes raisons pour lesquelles les gens votent RN en France. C'est en fait, on en a ras-le-bol et on veut juste avoir un parti qui soit anti-système, qui mette un coup de pied dans la fourmilière, parce que de toute façon, on a l'impression qu'on ne pourra pas passer par des moyens conventionnels pour faire entendre notre voix. C'est souvent un vote juste contre le système, parfois un vote de désespoir. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de dédiaboliser l'ennemi, de manière générale. Et justement, avant, vous parliez des outils que les jeunes utilisent aujourd'hui, les nouveaux outils pour faire entendre leur voix. J'aimerais juste revenir sur un exemple, par exemple celui de Paul Watson avec Sea Shepherd. En juillet 2024, juste pour un petit rappel, il a été arrêté au Groenland après un mandat d'arrêt international émis par le Japon. Et il y a eu une énorme mobilisation des jeunes à travers différents moyens, surtout numériques. Par exemple, cette pétition en ligne qui a été créée par Hugo Clément, qui a récolté plus de 780 000 signatures, mais aussi ce hashtag Free Paul Watson, qui a été massivement utilisé sur les réseaux sociaux, et aussi, après des manifestations devant les ambassades, mais j'aimerais revenir sur ces moyens numériques qui sont utilisés aujourd'hui par les jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est des nouvelles méthodes qui vont vraiment devenir les principaux outils des jeunes plus tard? Et qu'en est-il vraiment de ce vote traditionnel? Je me demande si ce n'est pas déjà les principaux outils des jeunes. Et je pense que c'est extrêmement complémentaire. L'un ne doit pas effacer l'autre parce qu'on ne peut pas élire des députés en faisant des pétitions et on ne peut pas libérer Paul Watson en attendant la prochaine élection. Donc c'est des outils qui, je pense, sont complémentaires et qui peuvent permettre aux gens de les utiliser dans leur vie quotidienne parce que le vote, c'est quand même un cycle. Et puis, ça peut permettre à des gens aussi de s'exprimer, même si... ils vont pas voter sur tel ou tel sujet, ou même s'ils n'ont pas le droit de vote. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a commencé à s'engager sur les réseaux, etc., avant même d'avoir le droit de vote. En tout cas, c'était mon cas. Donc, c'est aussi une bonne manière pour les jeunes de commencer à comprendre les différents enjeux, etc. Donc, est-ce que c'est déjà le principal outil? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça n'effacera jamais le vote, parce que les deux sont extrêmement complémentaires. Exactement. J'ai donné la bonne réponse. Exactement. On l'observe aujourd'hui, de plus en plus de jeunes politiques sont plus issus des parcours, j'ai envie de dire, traditionnels. Je pense notamment aux grandes écoles, à Sciences Po, l'INSP, l'ancienne ENA. Ouais. Ils forgent plutôt leur expérience sur le terrain. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de positif ? Ou alors vous pensez qu'il est quand même nécessaire d'acquérir certaines connaissances qu'on ne peut d'une certaine manière avoir qu'en école, et plus largement
Quelles soient selon vous les compétences nécessaires à un jeune politique pour qu'il puisse s'imposer dans un paysage politique qui est souvent très très rude? Oui, c'est sûr. Alors, je pense qu'on n'a pas obligatoirement besoin de passer par des grandes écoles pour avoir des compétences, des connaissances. En revanche, je pense que ces compétences et ces connaissances, elles sont nécessaires. Quand on est élu, il faut quand même un minimum avoir des notions de finances publiques, avoir des notions de droit constitutionnel, de droit de mine, etc. Quand on vote la loi, il faut connaître quand même les tenants et les aboutissants de notre action politique. En revanche, je pense que passer par une grande école, par Sciences Po, etc., n'est ni nécessaire ni suffisant pour être un bon homme politique. Avoir un diplôme ne donne pas de vertu. Est-ce que c'est vraiment pas nécessaire? Parce qu'aujourd'hui, on remarque quand même que c'est quand même très compliqué de rentrer dans certaines fonctions si on n'a pas fait un peu le Big Three, si on appelle ça comme ça, soit une école de commerce, soit Sciences Po ou l'ENA. Est-ce que vous pensez vraiment que les futurs politiciens vont pouvoir, comment dire, aller plus loin que ça et pouvoir rentrer plus facilement dans des fonctions peut-être plus élitistes? Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir fait ce genre de cursus, mais si la plupart des gens ont fait ce genre de cursus, c'est parce que c'est une certaine homogénéité sociale et parce que les gens jeunes qui se lancent en politique, c'est des gens qui ont une passion pour la politique depuis longtemps, donc on les a naturellement orientés vers des cursus type Sciences Po, etc. Et c'est aussi des gens qui sont à l'aise à l'oral, ce qu'on apprend généralement dans ce genre de grande école, qui ont une vie associative importante, qui sont dans des bacs, qui sont aussi encouragés par leurs parents, qui ont le luxe de pouvoir prendre des risques, parce que la politique, c'est quand même des métiers qui sont généralement assez précaires, qui demandent vraiment de prendre du risque. Et ça, c'est un truc de privilégié, en vrai, de pouvoir prendre des risques. Donc, généralement, c'est des gens qui sont privilégiés et qui ont fait des grandes écoles de commerce, qui sont soutenus par leurs parents, etc. Donc, je pense que c'est pas nécessaire pour acquérir des facilités, des compétences et des connaissances. En revanche, il y a quand même une grande homogénéité sociale dans la classe politique à un certain niveau. Donc, c'est souvent des gens qui ont fait effectivement des big three, comme tu dis. Oui, je ne peux qu'espérer qu'il y ait des gens qui ne soient pas tous issus des mêmes cursus, qui puissent être représentés dans des fonctions politiques. Enfin, on pense évidemment au Parlement parce que c'est de ça qu'on parle depuis le début, mais faut surtout pas oublier la ruralité, les communes, l'engagement dans des collectivités territoriales, etc., qui est aussi extrêmement important. Et faut aussi rappeler que les maires, ce sont les élus en lesquels les Français ont le plus confiance. Exactement. Et ce sont les élus qui sont le plus représentés pour les élections sénatoriales. Donc, faut élargir largement le spectre de ce qu'on imagine comme des jeunes politiciens. Il n'y a pas que Louis Boyard qui est un jeune élu. Je sais pas ce qu'il avait comme cursus d'ailleurs. Il a commencé une licence de droit qu'il n'a pas terminée, il me semble. D'accord. Voilà. Ah bah voilà. C'est bien, il a fait au moins du droit constitutionnel parce que c'est vrai. Il avait les bases. Voilà. Le droit constitutionnel. C'est un début. Justement, je voulais revenir sur une chose, peut-être définir ce que c'est de jeune, parce que là on parlait vraiment de ces nouveaux leaders, et ce sera le thème central vraiment de cette saison, parce que je voulais revenir peut-être sur un parallèle un peu historique, mais par exemple, Léonard de Vinci a soutenu que la sagesse est fille de l'expérience, mais Pierre Corneille a répondu qu'aux âmes bien nées, le talent n'attend point le nombre d'années. Donc pour vous, être jeune en politique, ça se définit par l'âge, ça se définit par l'expérience, par la maturité. Bourdieu, si on peut continuer dans les citations, disait que la jeunesse n'est qu'un mot en 1978. Je ne sais pas si les choses ont beaucoup évolué depuis. Mais effectivement, la jeunesse, c'est quand même... ce qu'on perçoit, ce qu'on définit comme génération en sociologie, généralement, c'est en fonction des âges de la vie. Donc, on considère qu'on est jeune parce que, par exemple, on est étudiant. Il y a énormément de gens qui ne font pas d'études, qui commencent à travailler à 18 ans et donc qui ont des vies de trentenaire à 18 ans. Est-ce qu'on peut considérer que ces gens-là sont jeunes? Par l'âge, oui. Par l'expérience et le mode de vie. C'est pas exactement ce qu'on imagine comme les jeunes, comme nous, on est étudiants. Voilà. Et en politique, je pense qu'en politique, on est jeune très longtemps parce que la majorité des politiques ont un âge quand même relativement avancé. Vous mettez quelqu'un qui a 40 ans au Sénat, c'est un jeune sénateur ou une jeune sénatrice parce que la moyenne d'âge est de 59 ans. Elle a baissé, attention. Et puis parce que dans les partis traditionnels, c'est assez rigolo à voir d'ailleurs, depuis le temps que je suis un peu les partis traditionnels, tu as toujours la branche jeune des partis.
elle allait jusqu'à 25 ans. Ensuite, elle est remontée à 30. Je crois que maintenant, chez LR, on est jeune LR jusqu'à genre 35 ans, tu vois. Exactement, parce que j'en pensais à un titre que lorsque Gabriel Attal a été élu Premier ministre, le Parisien avait cité est-ce que Gabriel Attal est trop jeune alors qu'il avait quand même 35 ans. Ouais. Donc, alors que maintenant on voit vraiment des députés qui ont 24 ans qui rentrent dans l'hémicycle. Ah oui, oui, Donc c'est ça, qu'est-ce qui est jeune, jusqu'à quand on est jeune et pourquoi on est considéré comme jeune finalement, parce que c'est pas dire qu'on n'a pas d'expérience. Bah, tout est relatif. T'es jeune quand t'as 25 ans et que t'es dans un hémicycle qui est composé en grande majorité de gens qui ont entre 45 et 55 ans. Tu le mets dans un amphi de L1, il est plus jeune. Donc tout est relatif et c'est parce que la majorité de la classe politique sont des gens qui ont un certain âge. Parfois c'est extrêmement bénéfique. Je trouve que par exemple une grande réussite du Sénat, c'est que les gens ont beaucoup d'expérience, notamment dans les collectivités territoriales. Donc l'expérience, oui, effectivement, peut être mère de sagesse, comme dit Léonard de Vinci, mais ça peut complètement se compléter avec des gens qui ont une vision beaucoup plus jeune et qui ont parfois peut-être une meilleure compréhension de ce que sont les réseaux, ce que sont les nouveaux enjeux, etc. Donc non, je considère que c'est complémentaire et qu'on a bien assez de 925 parlementaires pour avoir des jeunes et des moins jeunes. C'est très juste. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du fait que certains politiques n'ont jamais connu le terrain? Je pense notamment à Emmanuel Macron qui n'a jamais été élu local. Est-ce que vous pensez que pour atteindre un certain niveau, il faut avoir cette connaissance du terrain, des populations et d'avoir l'expérience d'avoir mené une campagne et de se créer un réseau aussi. De se créer un réseau réseau et d'avoir vraiment cette expérience sur le terrain. Bah, je pense que c'est bénéfique de manière générale d'avoir tout un tas d'expériences différentes. Mais je pense aussi qu'on est parfois assez dur avec les politiques en leur reprochant toutes les expériences qu'ils n'ont pas eues. Et ensuite on dit dis donc que les politiques sont pas jeunes. Ouais, mais effectivement quand tu élu un président de la République et qu'il a 39 ans, il peut pas à la fois avoir travaillé, parce que s'il avait juste été élu on lui aurait dit dis donc vous avez jamais travaillé, même si effectivement il a pas travaillé à la mine, hein. Donc voilà, on peut pas reprocher à des politiques tout en espérant qu'ils restent relativement jeunes, qu'ils aient connu tout un tas de réalités différentes et tout un tas de vies différentes. Effectivement avoir travaillé avant c'est une richesse, avoir fait des longues études avant c'est une richesse, avoir été élu dans des collectivités territoriales c'est une immense richesse. On voudrait revenir maintenant sur ce que vous avez dit, comme quoi les jeunes aujourd'hui votent énormément pour le nouveau Front populaire. On a vu si on peut expliquer cette montée des extrêmes en Europe et en France surtout. Une enquête Ipsos Talon menée juste avant les législatives de 2024 a révélé que 48% des 18-24 ans ont voté pour le nouveau Front populaire et 33% pour le Rassemblement national et ses alliés. Alors que les partis traditionnels comme celui des macronistes a seulement récolté 9% et les LR 4%, donc qui ont vraiment eu de la peine à mobiliser. Ouais. Pour vous, cet engagement des jeunes, si on peut dire, pour les extrêmes, traduit-il un danger pour la démocratie ou c'est plutôt le symptôme d'un rejet des partis traditionnels ? Déjà, c'est intéressant parce que vous avez dit que le parti d'Emmanuel Macron était un parti traditionnel. Alors qu'en 2017, c'était une immense nouveauté, c'était le dégagisme, etc. Donc déjà, je pense qu'on perd pas mal la mémoire de la politique précédente, parce qu'en fait, Jospin en était à peine né, par exemple. Et donc, on considère que ce qu'on a connu quand nous, on a commencé à s'intéresser à la politique, à genre 14, 15, 16 ans, ce qui était l'arrivée de Macron au pouvoir, ça, c'est les partis traditionnels. Et donc, on cherche à avoir d'autres types de dégagisme. Alors que c'est déjà presque de l'antisystème, Emmanuel Macron en 2017. Donc non, c'est intéressant déjà de voir ce qu'on définit comme les partis traditionnels et le fait qu'on rejette ce qui a été traditionnel parce qu'on a l'impression d'avoir été trahi, nous-mêmes, même si on est très jeunes, et surtout par l'intermédiaire de ce que racontent nos parents, nos grands-parents, etc. Et la montée des extrêmes, je pense que, c'est hyper cliché de dire ça, mais les réseaux ont énormément une part là-dedans parce que on voit ce qui fait des vues, voilà, le sang, les larmes, le sexe et tout ce qui va avec, et que c'est majoritairement des discours qui sont portés par les extrêmes, parce que c'est aussi plus rigolo d'être anti-système et parce que ça ferait des vidéos plus longues d'être nuancées. Donc forcément les vidéos alimentent, les réseaux de manière générale, je parle comme une vieille personne, alimentent les extrêmes. Et ouais, de manière générale, je pense que il y a une polarisation. Est-ce que c'est parce que les gens, les jeunes ont eu un point de vue hyper simpliste, ou est-ce que c'est aussi parce que les extrêmes se normalisent ? Je ne sais pas si les jeunes auraient voté pour Jean-Marie Le Pen. Ils votent aujourd'hui pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella parce qu'ils se sont dédiabolisés depuis aussi.
Donc, est-ce que c'est les extrêmes qui se rapprochent du centre ou est-ce que c'est les jeunes qui aiment les partis extrêmes parce qu'ils aiment le simpliste ou alors parce qu'ils sont désespérés par la politique traditionnelle? Parce que justement, au sein de votre association, est-ce que vous ressentez ça? Vous ressentez un peu cette polarisation? Ou finalement, bon, c'est vrai que le parti macroniste n'est pas forcément traditionnel, mais c'est un parti du président, donc qui devient tout de suite moins attractif. Quels sont de quel bord politique sont les jeunes aujourd'hui dans votre association, par exemple? Il y a vraiment de tout et d'ailleurs je suis assez contente parce qu'on a récemment ouvert et fermé très rapidement, parce que ça s'est rempli rapidement, l'inscription pour notre gros événement au niveau national qui se passe à Paris où en gros il y a là c'est dans la salle Médicis au Sénat, donc il y a à peu près 150 places et les gens n'ont pas forcément de contraintes pour choisir leur parti. Il y a 5 groupes politiques et les partis sont relativement équilibrés. Donc je trouve ça assez chouette. Après, ça dépend vraiment des simulations. Je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui changent de groupe politique en fonction du débat. Par exemple, si c'est, ça peut être en fonction de quel groupe va être groupe rédacteur, ça peut être en fonction de quel est le groupe qui s'est le plus engagé sur le sujet dont on va traiter, parce que ça peut être du coup d'un sujet plus intéressant à mobiliser, ou alors il y a des gens qui choisissent aussi leur groupe en fonction de à quel point est-ce qu'ils vont pouvoir se marrer, donc évidemment qu'ils choisissent davantage les extrêmes, parce qu'on est un peu moins rigolo quand on est au centre. Donc je pense que ça reflète pas forcément les visions politiques et les opinions profondes des gens. Et je pense que ce serait assez malvenu de ma part de faire des statistiques parce que j'ai beaucoup connu la section d'Aix où les gens bougent beaucoup entre les différents groupes, donc ça ne représente pas forcément ce qu'ils pensent. Mais de manière générale, je pense que le Parlement des étudiants est représentatif sociologiquement de ceux qui y participent. Donc c'est quand même pas mal donc, des jeunes donc, qui votent beaucoup pour les extrêmes, mais en même temps pas mal de jeunes d'IEP. Donc les jeunes en IEP votent plutôt pas mal à gauche. Non, je pense que ça dépend vraiment. Parce que justement, concernant le background de vos étudiants, donc pas mal sont issus des IEP. Ouais, est-ce que vous droit arrivez, aussi, pas mal, droit également, est-ce que vous arrivez à attirer des étudiants qui viennent d'autres domaines et qui font des études qui sont moins liées aux relations internationales, à la politique, au droit, etc. Ouais, on en a moins que des gens qui sont passionnés par la politique, parce que bon, forcément il y a une corrélation. Mais oui, il y a des gens qui viennent de lettres, il y a des gens qui viennent de maths, il y avait un mec qui était en école d'ingénieur, etc. Après, je pense que la deuxième étape du Parlement des étudiants, ça va peut-être être d'aller directement chercher les gens, pas de juste accueillir les gens qui sont passionnés par la politique, parce que c'est effectivement quand même relativement homogène, mais d'aller chercher notamment les lycéens qui ont le droit de vote quand même à la fin de leur lycée et à qui on parle pas beaucoup de politique, à part sur les réseaux, donc évidemment ils se polarisent. Et ce sont des actions qui sont menées, par exemple à un lycée à Strasbourg, on est allé parler du Parlement des étudiants, on commence à faire alors des débuts de simulation, parce que forcément si on commence à leur asséner des gros guides légistiques, ça va être un peu difficile de se passionner par la politique. Mais oui, je pense que c'est ça la suite, c'est d'aller chercher directement les gens et de leur dire, faire des débats parlementaires, c'est pas uniquement pour des gens qui font du droit ou de la Sciences Po, c'est aussi juste pour des gens qui font des trucs qui n'ont rien à voir ou qui font pas d'études, parce que c'est ton devoir aussi en tant que citoyen de comprendre les règles du jeu, parce que tu peux pas jouer si tu connais pas les règles du jeu. Justement, vous parliez des réseaux sociaux et leur impact sur la polarisation du débat politique. Aujourd'hui, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs, TikTok est le 3e réseau social le plus utilisé par les Français, derrière Instagram et Snapchat. Lors de la campagne législative, on a vu beaucoup de politiciens s'exprimer sur ces plateformes. On a vu des personnalités publiques comme Gabriel Attal ou Jordan Bardella avec ses 1,6 million d'abonnés sur TikTok. On a vu à quel point ces outils ont pu permettre de promouvoir certaines thématiques, de bâtir un capital de sympathie, mais aussi d'acquérir une notoriété. Donc selon vous, ces plateformes, est-ce qu'elles permettent aux jeunes vraiment d'engager et mobiliser leur public? Oui, je pense clairement ça donne quand même une visibilité qui est juste énorme. Après, honnêtement, je suis pas sur TikTok, donc je pourrais pas beaucoup parler de ce qui se passe sur TikTok, mais c'est une intention et je ne lâcherai pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu te retrouves face à une armée d'ingénieurs qui savent exactement ce qu'il faut faire pour te rendre addict à ton écran, tu deviens addict à ton écran comme beaucoup de gens, et que c'est pas forcément mon objectif de passer 12 heures par jour à scroller. Donc non, TikTok, je m'en garde bien éloignée. Surtout qu'il y a une commission d'enquête au Sénat sur TikTok, je peux vous dire que ça donne pas forcement envie de passer des heures sur l'appli. Oui, c'est ça. Oui. Et en revanche, oui, je pense que c'est un outil qui est extrêmement efficace, les réseaux sociaux de manière générale, pour les politiques. Après, je pense que
Ça peut davantage permettre de construire un capital sympathie. Construire un capital sympathie, clairement, c'est pas nouveau. Mais le fait de le faire aussi facilement, c'est nouveau. En revanche, je pense que ça permet pas tant que ça de faire passer des idées, parce qu'on peut pas construire un discours sur des vidéos aussi courtes. Mais ça permet déjà d'être connu, parce qu'il y a énormément d'hommes politiques qui travaillent qui sont absolument pas connus. Ça permet effectivement de se construire un capital sympathie, ça permet de réagir, ça permet d'être constamment là, quelque part dans le paysage. Ça permet de se positionner sur absolument toutes les actualités qui passent. Ça permet l'instantanéité de répondre extrêmement vite. Donc ça, oui, c'est des nouveautés. Et ça, effectivement, je pense que c'est un outil qui est indispensable pour des gens qui veulent réellement se faire élire à l'échelle nationale. Et on risque pas du coup de transformer la politique en une quête de popularité et de contenu viral. En fait, jusqu'à quel point on peut aller pour capter l'attention un peu dans ce monde numérique. Et surtout, j'ajouterais même une certaine américanisation de la politique française où l'objectif est de se mettre en scène et, comme on le disait au début, de créer un petit peu la polémique pour être vu et remarqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Je pense que la politique, par définition, c'est une quête de la popularité, parce qu'on n'est pas élu quand on n'est pas populaire, ou alors quand on n'est pas plus populaire que ses adversaires. Donc ça, je pense que c'est pas une nouveauté. Je pense qu'il faut pas considérer que c'est à cause de TikTok que les hommes politiques cherchent à avoir un capital sympathie. Ils l'ont fait en utilisant tous les outils depuis que les différents outils existent, en utilisant la télévision, en allant, je crois que c'était VGE qui allait chez les gens, prendre le petit-déj, etc. Ou alors tous les hommes politiques, absolument tous, ont eu un chien, parce que ça participe à l'effet de halo, capital sympathie, etc. Donc ça, c'est extrêmement vieux. Enfin, même tes rois en 1715, tu te fais faire le portrait, c'est aussi parce que tu es en recherche de popularité, même si tu n'as pas besoin d'être élu. Donc je pense que la politique, de manière générale, c'est une quête de la popularité, parce que c'est nécessaire. En revanche, est-ce que va y avoir des limites un jour à la viralisation des contenus politiques sur les réseaux? Ça, seul l'avenir nous le dira. Effectivement, là, on dépasse des limites. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas une américanisation de la politique américaine, parce que j'aimerais pas voir nos responsables politiques faire des saluts nazis en France. Mais effectivement, ça, c'est vraiment un pur objectif de viralité, de faire parler, parce que bad buzz est still a buzz. Et effectivement, là, on repousse clairement les limites les plus abjectes de la viralité, effectivement. Mais du coup, est-ce qu'on risque pas du coup d'aller à l'encontre de cette quête de recréer du fond dans les débats politiques, en voulant absolument générer des contenus viraux, parce qu'on sait très bien comment fonctionnent les algorithmes, et on est obligé d'aller dans le sens des algorithmes aujourd'hui. Donc, comment on peut répondre à ça ? Comment combiner les deux ? Fond et viralité, on va dire. En venant au Parlement des étudiants. Quelle question. Non, mais de manière générale, en essayant de aussi consommer du contenu qui soit réellement instructif, du contenu sur le temps long, en lisant, etc. Enfin, je pense que c'est le problème général des réseaux sociaux, c'est que ça absorbe tellement tout notre temps d'attention qu'on n'a plus vraiment le temps d'attention pour lire des longs articles, de lire des longs livres d'analyse, de regarder des longues émissions. Faut que tout soit extrêmement rapide, extrêmement instantané. Donc, je dirais que oui, déjà une possibilité, c'est de passer plus de temps sur d'autres types de contenus et peut-être un peu moins sur les réseaux. et de débattre avec du fond. Voilà, les simulations du Parlement des étudiants, ça me semble fantastique. C'est très bien. En toute objectivité. Très bonne publicité. Voilà. Concernant l'un des grands enjeux de notre génération, l'intelligence artificielle, le sommet pour l'action pour l'IA aura lieu à partir du 6 février à Paris. Ce sera l'occasion de renforcer la coopération internationale en faveur d'une IA soutenant l'intérêt général. L'IA et notamment les deepfakes vont complètement transformer le paysage politique français dans lequel les jeunes Français évoluent. C'est déjà un petit peu le cas. Avec la prolifération d'idées truquées et de fausses informations générées par l'IA, ces leaders devront agir dans un environnement où leur image et leurs paroles seront sans cesse remises en cause. Comment, selon vous, les jeunes politiques peuvent se préparer à affronter ces défis et à apprendre à naviguer dans un monde où en fait, la frontière entre le faux et le vrai sera de plus en plus floue? Je pense que c'est d'abord aux électeurs d'essayer de bien se comporter dans un monde aussi compliqué, parce qu'on se moque beaucoup des boomers en ce moment avec les pièges à boomers, avec des trucs fake faits par des IA qui sont hyper obvious.
Et t'as tous les commentaires de boomers sur Facebook en mode waouh, bravo la jeune boulangère. Enfin, ça n'a aucun sens. Alors qu'en fait, je suis désolée, mais tous les problèmes des images sur les IA qui font que nous, on voit immédiatement que c'est des IA. Franchement, je ne donne pas 2 ans aux grandes entreprises d'IA pour régler tout ce genre de problème. Et il ne s'agirait plus de voir si la personne a 12 doigts pour détecter c'est une IA. Donc je pense que c'est d'abord à nous, électeurs, de se former à ce qu'est l'intelligence artificielle, de se former à l'esprit critique pour essayer de détecter le vrai du faux. Parce que le mélange de vrai et de faux est infiniment plus toxique que le faux pur, disait Hannah Arendt. Donc oui, effectivement, c'est aussi à nous de nous en prémunir. Et effectivement, les politiques devront faire avec, comme tout le monde. Mais c'est aussi aux autorités qui sont déjà en place de réguler ce genre de choses. C'est aussi pour ça qu'on a le DMA et le DSA au niveau européen. Mais effectivement, il faut être extrêmement agile en tant qu'État, en tant qu'institution, en tant qu'organisation supranationale, pour s'adapter aussi vite que les outils d'intelligence artificielle. Je pense qu'on aura toujours un train de retard pour réguler ce genre d'outils, et donc qu'il faut que nous, en tant que citoyens, on apprenne à voir le vrai du faux. Comment est-ce que vont faire les jeunes politiques pour faire campagne alors qu'il y aura des deepfakes de partout? Alors là, je ne sais pas, bon courage. Peut-être qu'on aura envie de retourner à des choses qui seront plus fiables. Je sais pas, peut-être moins de Photoshop et de Vidéoshock, parce qu'en fait, on sera abreuvé de vidéos et de Photoshop par les IA. Peut-être davantage d'écrits, je sais pas. Donc vous pensez plutôt à une sorte de retour en arrière plutôt que continuer de développer l'intelligence artificielle et de... Dans la politique. Ou alors, il faut qu'on ait des outils ou des techniques extrêmement fiables et puissantes pour détecter ce qui est une IA et ce qui n'est pas une IA. De toute façon, on peut pas retourner en arrière, parce que même si on dit vas-y on fait de la presse écrite, en fait la presse écrite elle serait écrite par des IA et de toute façon on ne pourra pas faire sans ce genre de technologie. Mais est-ce qu'on ira est-ce qu'on en tant qu'humain on aura envie d'alimenter ce que les IA font mieux que nous, c'est-à-dire du buzz et des images sensationnelles? Peut-être pas, parce que du coup, on n'aura plus de compétitivité dans ce genre de production. Donc, est-ce que, comme Jean Froistier le disait en 1971, donc il ne connaissait pas l'IA, est-ce que la machine conduit l'homme à se spécialiser dans l'humain? Peut-être, j'espère. Et donc peut-être que ça nous conduira à aiguiser notre esprit critique, parce que c'est tout ce qu'on peut faire en tant qu'humain. Donc on doit laisser cette bataille aux Américains et aux Chinois. Est-ce que tu avais envie que je dise qu'il fallait que nous, en France, on ait un champion d'IA? De manière générale, on est complètement à la bourre en termes de compétitivité sur énormément de technologies. L'objectif des Européens, c'est quand même de rattraper un peu de retard dans des choses qui sont extrêmement importantes pour notre souveraineté. Je pense en termes de défense, je pense en termes des puces, des microchips. Pour l'instant, les IA, je pense qu'on en est assez loin. Sauf que la régulation se fait au niveau européen, ce qui est encore plus difficile. Et oui, forcément. Donc, est-ce qu'on va réussir à avoir un champion français et européen en termes d'IA? Je ne sais pas si je dois parier dessus. En tout cas, je pense que les priorités, c'est de rattraper notre compétitivité dans des domaines qui sont hyper importants pour notre souveraineté. Et je fais que répéter le programme de la Commission européenne. Je ne suis pas une jeune leader femme politique. Et d'essayer de réguler pour essayer de limiter les effets néfastes et extrêmement préjudiciables des IA, mais de tout un tas d'autres technologies sur les citoyens européens. On essaie de le faire avec le DMA et le DSA. C'est un peu trop récent pour avoir un vrai recul là-dessus, mais on verra comment ça peut être adapté. Et vous avez aussi cité une solution, c'est d'enseigner aux jeunes de mieux savoir reconnaître une intelligence artificielle. Est-ce que vous avez prévu, par exemple, je sais que vous avez beaucoup d'ateliers au sein de votre association, je ne sais pas moi, des ateliers sur la reconnaissance d'une intelligence artificielle, d'un contenu créé par une IA. Est-ce que vous avez des projets pour essayer d'accompagner les jeunes dans cette disruption Et pour rebondir sur ta question rapidement, Luana, est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà abordé dans vos simulations et dans vos débats? Je ne sais pas si le sujet a déjà été abordé lors des simulations, parce qu'il y a quand même pas mal de simulations dans tout le réseau, etc. Mais effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant d'organiser des ateliers là-dessus, ouais. Parce que alors les ateliers qu'on fait, c'est très autour de l'exercice parlementaire. C'est déjà de la légistique, qui est trop méconnue. C'est aussi de l'art oratoire, c'est débattre. Déjà, je pense que le fait même de comprendre les règles du jeu, ça aiguise notre esprit critique, parce que ça permet, dans des contenus qui sont hyper simplistes, de voir comment est-ce que la personne a un petit peu détourné la réalité. Donc ça, c'est déjà précieux. Mais
ouais, je pense que ça pourrait être intéressant, oui, d'organiser des ateliers pour essayer de comprendre ce qui a été rédigé ou ce qui a été dessiné par une IA ou non. C'est intéressant parce que plus généralement, j'ai vu sur votre site internet, vous avez des ateliers d'art oratoire, d'éloquence, mais quels sont les skills, vous pensez, plus que la reconnaissance d'une IA, qui sont importants pour les futurs politiciens? Quels ateliers vous pensez qu'il serait aussi important de créer pour ces jeunes? Nous, on a une spécificité au Parlement des étudiants, c'est que l'éloquence et l'art oratoire qu'on fait, c'est de l'éloquence et de l'art oratoire parlementaire, ce qui est quand même très différent de l'éloquence assez lyrique. Et donc, je pense que ça, c'est assez important de savoir bien mettre la forme au service du fond et de pas juste faire des envolées lyriques. Alors, c'est très beau, hein, je regarde aussi, mais pour des jeunes politiques, oui, je pense que c'est très important de savoir à la fois animer la foule et à la fois parler de fond et vraiment expliquer notre projet. On fait pas mal d'ateliers légistiques aussi, ça c'est hyper important quand on est élu, pour pouvoir soi-même écrire et comprendre les amendements, les PPL, etc. Parce que le premier job quand même des parlementaires, c'est de voter la loi. Mais la légistique, ça s'applique à tout type de normes, donc ça s'applique aussi aux collectivités territoriales, etc. Et des ateliers qui pourraient être intéressants pour des jeunes élus, des jeunes leaders. Je sais pas, on devrait leur faire du media training pour essayer de maîtriser leurs paroles en public, de bien parler, de répondre de manière concise à leurs questions, comme je ne suis absolument pas en train de le faire, ou de ne pas se laisser emporter par son flot de paroles et donc dire des choses que finalement on regrettera plus tard. Ouais, je pense que ça serait intéressant. Mais après, le but du Parlement des étudiants, c'est pas obligatoirement de former des futurs parlementaires, c'est de former des citoyens. Donc l'objectif, c'est pas de faire en sorte qu'ils soient tous élus à la fin. Même si peut-être que certains ont cette ambition. Justement, vous dites vouloir former des citoyens. Vous permettez notamment d'ouvrir les portes de certaines institutions. Je sais que la section lyonnaise a notamment effectué une visite au Parlement l'année dernière. À peu près toutes les sections. Oui, on m'avait beaucoup parlé de celle de Lyon. Donc, super, bisous aux Lyonnais. Comment, pour vous, le fait de se rendre au Sénat, à l'Assemblée nationale, permet d'avoir un meilleur éclairage de la situation politique et donc dans l'objectif de développer ce devoir citoyen de s'intéresser à la politique? Je pense que les situations, ça s'incarne dans des choses qui sont très concrètes, dans des personnes. Donc on rencontre aussi beaucoup de parlementaires ou d'hommes politiques de manière générale ou de penseurs de manière générale. Ça s'incarne aussi dans des lieux. C'est pour ça qu'effectivement les visites d'institutions sont assez importantes et intéressantes. Il y a beaucoup de sections qui font des voyages à Paris pour voir tout type de sections. Il y en a aussi pas mal qui ont visité Matignon, différents ministères, le Conseil d'État, le Conseil constitue, etc. Et que nous, effectivement, dans les simulations du sommet du Parlement des étudiants lors de la rencontre annuelle. L'année dernière, c'était à l'Assemblée nationale. Cette année, ce sera au Sénat. Donc effectivement, je pense que c'est important d'incarner les institutions dans des endroits qu'on voit, qu'on visualise mieux, on comprend les choses de manière beaucoup plus concrète. Ça permet aussi parfois peut-être de désacraliser, parce qu'on peut être extrêmement impressionné par ces institutions et considérer que c'est pas pour soi, alors que c'est aussi la maison du peuple et qu'il y a énormément de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, y ont accès et peuvent visiter ces lieux-là. Ça permet aussi de se rendre compte que l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est pas juste un hémicycle. Et donc, en se rendant compte que c'est pas juste un hémicycle, on se rend compte que c'est pas juste des débats en hémicycle, et qu'ensuite, tu as tous les salles des différents groupes parlementaires, tu as tous les bureaux des différents parlementaires, et tu as surtout les salles de commission. Et ça permet aussi de se rendre compte de l'importance des commissions, mais des commissions permanentes, mais aussi des délégations, des commissions d'enquête, des médias, puisqu'il y a par exemple Public Sénat qui ont des locaux directement dans le Sénat. Non, je pense que c'est important de visiter pour replacer un petit peu les choses et vraiment incarner tout le travail qui est fait. Mais je pense qu'il y a plein de jeunes en nous écoutant qui vont vouloir rejoindre le Parlement des étudiants. Mais venez avec plaisir. Justement, mais peut-être est-ce que vous pouvez expliquer comment se passe le processus de recrutement et plus généralement, question de fin, quels sont vos grands projets à l'avenir pour le Parlement des étudiants? Écoutez, on vient de voter les statuts, nous devenons officiellement une fédération. Donc petit changement, mais surtout, on a des projets de nouvelles sections. Il y a plusieurs sections qui ont été créées depuis le début de l'année, notamment à Nice, par exemple, qui fait un très bon début. On a des sections qui s'agrandissent pas mal. On a vraiment
de plus en plus de types différents de simulations. On fait des simulations historiques dans des très beaux endroits, donc Conseil régional d'Occitanie, Conseil régional d'Île-de-France le 8 février. Par exemple, sur la peine de mort, donc, sur la laïcité, on l'a fait l'année dernière. Des simulations européennes également. On en fera une directement dans le Parlement européen à Strasbourg en août ou septembre prochain. Donc vraiment des types de simulations différentes. Je pense que les projets, ça va être aussi de fédérer au-delà des IEP, des facs de droit, d'avoir des nouvelles sections. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire les nouvelles sections qu'on est en train de monter, mais c'est Outre-mer. Donc c'est chouette d'avoir des très important outre-mer. ça aussi. Hein. Mais oui, carrément, il ne faut surtout pas oublier les Outre-mer. Non. Alors effectivement, le déplacement pour aller voir l'Assemblée et le Sénat, ce sera un peu plus cher. Oui. En revanche, non, c'est extrêmement important de fédérer aussi la jeunesse autour d'un débat constructif dans ces endroits-là, surtout qui sont extrêmement perturbés par des événements politiques qui sont, politiques et climatiques, qui sont vraiment pas faciles à vivre et qui, je pense aussi, peuvent alimenter une forme de défiance. Et puis beaucoup d'autres nouveaux projets, parce que l'avantage aussi du Parlement des étudiants, c'est que par définition, c'est des étudiants, donc il y a un gros turnover, il y a énormément de nouvelles idées. Le recrutement, alors là, il y a vraiment pas plus simple. Tu envoies un DM, tu envoies un mail, ce que tu veux. Tu peux créer une section du Parlement des étudiants. Il y a tout un pôle qui est là pour accompagner les nouvelles sections, pour faire en sorte que la charge administrative ne soit pas lourde, etc. Donc c'est vraiment pas une association élitiste. L'objectif, c'est vraiment de fédérer un maximum de monde autour de l'émulation et du débat de fond. On présente combien d'étudiants sur toutes les sections réunies? Waouh, je ne saurais même pas dire, parce que toutes les sections n'ont pas un comptage très précis de leurs adhérents, mais je pense qu'on dépasse largement 2000-2500 peut-être. Okay. En tout, dans toutes les sections, oui, on a quand même une vingtaine de sections qui sont réellement actives. Non, franchement, beau dynamisme, c'est chouette. En tout cas, vous avez des très beaux projets pour l'avenir et on a hâte de les découvrir. Et on espère que plein de jeunes qui nous écoutent vont peut-être rejoindre votre association. Venez. On va fortement le considérer. La propagande, c'était... Bon, c'est désormais la fin de ce podcast. Un grand merci Domiti merci d'avoir beaucoup accepté à vous. notre invitation. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.